Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égaud. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Pierre Larouche, superviseur de l'accueil et de l'animation à la Société de développement économique Innu. Pierre Larouche nous communique son amour contagieux pour sa communauté métissée de Mastoyatch. Pour notre invité, les visiteurs qui affluent chaque année dans la communauté représentent un apport économique important, mais surtout, ils contribuent au rapprochement entre allochtones et autochtones. Également conteur, Pierre Larouche évoque pour nous le monstre qui se cache au fond du lac Pequawakami, nous rappelle que le roman Coucoum de Michel Jean s'inspire de personnes ayant réellement vécu dans la communauté et nous raconte l'histoire des 4 grands tipis de béton et de l'église Sainte-Cathérie-Tekakwitha de Mastoyatz. Enfin, Pierre Larouche se réjouit de la revitalisation actuelle de la culture et de la langue Innu, notamment par les contes anciens ou modernes. Cette entrevue ponctuée du croassement des corneilles a été réalisée en septembre 2022 au bord du lac Pequawakami à Mastoyatz. Pierre Larouche, quoi? Nilmelo Tekouchni à côté Mastoyatz, messieurs, dames. Merci de nous accueillir sur les bords du Pequawakami. Exactement, du Pequawakami, Chakaigen, ce majestueux lac Saint-Jean. Un touriste est venu en 1647, le père Jean Dequin, pour découvrir ce majestueux 5e grand lac du Québec. Pierre Larouche, vous êtes depuis plusieurs années superviseur de l'accueil et de l'animation au bureau d'information touristique de Mastoyatz. Lorsque des touristes passent la porte de votre bureau, comment est-ce que vous leur présentez votre communauté? Ben justement par cette phrase que je vous ai mentionnée. Quoi, Talishpelin, comment ça va? Et là, achetez une bouteille, venez! Je les accueille un peu royalement, comme on dit, en donnant un peu la langue de mes grands-parents. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'apprendre. Alors, je l'ai appris un peu comme dans le tas avec des amis, des aînés de la communauté. Oui, bonjour, c'est une manière d'accueil légendaire des Pequawakami-Inuits, les êtres humains du lac peu profond. Vous avez parlé tout à l'heure du premier touriste qui est arrivé sur vos rives. Maintenant, vous en avez un peu plus, quelques milliers. D'où est-ce qu'ils viennent? Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Notre clientèle première, c'est beaucoup la clientèle européenne. Ils viennent rechercher un peu l'histoire, la culture des premiers peuples. Mon rôle à moi, c'est de démystifier. C'est d'enlever, évidemment, nos plumes, les tipis ou est-ce que le village amérindien. Je leur dis, écoutez, on est en l'an 2000, là. On ne vit plus comme il y a 4000 ans. La clientèle québécoise, parce qu'on a la ville de route des Bleuets, 256 km de tracé. Alors donc, les gens, les vélos, viennent s'arrêter ici, pique-niquer, relaxer et par la suite poursuivre leur chemin. Alors, la clientèle québécoise rechercher un peu l'aventure, le contact aussi, la connaissance. Alors, voyez-vous, c'est un peu de démystifier tout ça, de reconnaître et de présenter ce que nous sommes. Que nous sommes une communauté métissée de différentes nations, mais aussi d'Européens qui se sont mariés avec ces Amérindiens-là. Et est-ce que le regard a évolué quand même, mettons depuis 20 ans, on va dire? Oh, oui, je vous dirais que oui. Ah, ouais, hein? Ah oui, l'image a changé par aussi des ambassadeurs qui font des romans ou des choses comme ça, qui nous font connaître un peu plus. Et aussi par l'amitié aussi des gens environnants, que les gens de Robertval, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui parlent un peu de notre culture. Ah, on va aller voir nos amis Innu du Lac-Saint-Jean. Alors, les parents amis viennent ici. Puis, les attraits touristiques qu'on a aussi. On a beaucoup d'attraits intéressants qui peut servir à toute clientèle. Donc, que ce soit la famille,
jusqu'à papa qui est fatigué un peu d'avoir conduit. Il veut s'installer les deux pieds dans le lac Saint-Jean. Et là, allez vous amuser, les enfants. Il y a une vie économique à Machteuillache, c'est une communauté qui est très, très vigoureuse. Oui. L'apport du tourisme, est-ce que c'est important dans l'économie? Oui, c'est très important. Je vous dirais, là, c'est une manne économique importante qui amène un peu à nos entrepreneurs et surtout nos artisans qui fabriquent des objets et qui donnent un peu un cachet authentique à notre culture. Donc, je disais beaucoup des Français, des Européens, c'est une manne économique, beaucoup, comme les Québécois, Canadiens et autres. C'est sûr qu'on a d'autres industries, mais le tourisme est important, je vous dirais. Maintenant, on a des jeunes qui sont vraiment au numérique. Donc, même à notre office de tourisme, on a des tables numériques, que ce soit des cartes, le tracé de Jean Dequin, des mots en Nélouéoun, c'est ma langue. Alors donc, et on a un petit cadeau aménagé pour que les jeunes puissent compter avec des écouteurs, compter les légendes. On a même une légende légendaire de notre Pequotmi, celui de Mishtamish. C'est le castor géant. Vous savez que c'est lui qui a conçu le lac Saint-Jean. Alors donc, et c'est un membre d'une famille de chez nous qui vivait beaucoup en territoire, la famille Germain. C'est assez intéressant de connaître cette histoire. Il n'y a pas un monstre aussi au fond du lac? Bien, le monstre... C'est pas sûr, ça, peut-être. Ben, vous allez rire, mais je vous dirais, jadis, oui. Ah. Parce que nos grands-parents parlaient de monstres, d'endroits vraiment colorés. Nous, on avait le serpent à tête d'orignal. Un serpent à tête d'orignal? Oui. Ah, oui. Et quand j'ai mis ça, des fois, je m'amuse à prendre des photos l'hiver comme été. Et je disais, le serpent à tête d'orignal, je cherche à ouvrir un peu les entrailles du Pequotmi. Ben, j'ai eu des Anishinaabe qui disaient, en Abitibi, il y a un lac, il y aurait un serpent à tête d'orignal. C'est vrai, même personnage. C'est la transmission orale de la famille algonquienne, parce qu'on est de la famille algonquienne. On a une particularité, on utilise le L et le K. Donc, parce qu'on est proche des Anishinaabe, là, mais aussi des Cris, des Atikamekw. Donc, vous voulez dire par rapport aux autres Inuits qui n'ont pas le L et le K dans leur exactement, famille, c'est ça? Exactement. Et ce serpent, il vient, c'est une légende d'un enfant qu'un beau-père a laissé, a amené sur cette île. C'est l'île aux couleuvres qu'on retrouve en face de Roberval. Et on disait souvent que les Inuits qui s'échouaient là, malheureusement, ils avaient vu le diable ou le mal. Et s'ils pouvaient s'en sortir, ils devenaient fous. Wow. Et à l'automne, on commence à avoir un peu de brouillard. C'est un enfant qui a été déposé là, qui a crié. Et le serpent, au lieu de le manger, l'a amené sur sa tête. Il l'a déposé ici. Il a mangé le beau-père. Et il est devenu sa mère et son beau-père. Et à l'automne, quand il y a du brouillard, des fois, on voit sortir de l'eau et qui rentre de l'eau et qui sort de l'eau et qui rentre de l'eau. Et on entend un sifflement. C'est le sifflement de l'enfant qui vient voir s'il n'y a pas d'eau. Comme comme la corneille. Quelle synchronie. Et c'est l'enfant qui vient voir s'il n'y a pas d'autres enfants dans notre village qui est abandonné par leurs parents. Magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Pierre Larouche, je ne vous apprends rien. Le roman Kukum de Michel Jean a eu un succès retentissant. Le personnage d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec les Inuits du Pequotami, a conquis littéralement le cœur de nombreux lecteurs, lectrices d'ici, d'ailleurs. Cette histoire est inspirée de personnages qui ont réellement vécu à Machteuillache. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces personnes, non pas du roman, mais vraiment de ces personnes telles qu'elles ont vécu à Machteuillache? Je vous dirais peut-être plus ou moins, mais je vous parlerai peut-être plus de l'apport de l'impact, surtout de l'impact, parce que
la famille Siméon vit encore. Michel Jean vient encore voir ses petits cousins et cousines. Donc, ici, le roman a amené, pendant la pandémie, une foule de touristes québécois d'un certain âge. Parce que pendant la pandémie, la lecture était importante. Donc, Coucoum, dès qu'ils se sont retrouvés dans le secteur, ils ont dit « Hey, on voudrait voir la tombe d'Amanda. On voudrait lire est-ce que la maison existe encore? Est-ce que la rivière Péribonka, la rivière à la chasse, la petite chasse entre Saint-Prime, auquel elle aurait eu des rencontres avec des gens de Saint-Prime. » Alors donc, voyez-vous, c'est un peu le pèlerinage de clientèle qui voulait suivre les traces de Coucoum. Alors donc, j'ai eu des reportages, ainsi de suite. La maison existe encore, mais malheureusement, dû à des gens fanatiques qui ont voulu rentrer, pénétrer, prendre des photos, on a arrêté tout ça. Mais je comprends. Ouais. Alors, Parce qu'elle est encore habitée, la maison? Oui, elle est habitée encore par une personne. Donc, c'est pour cela que là, c'est difficile un peu de diriger les gens. Donc, là. vous ne dites plus où elle est, tout simplement. Exactement. Ouais. Mais on le mentionne qu'elle existe encore, oui, effectivement, dans le cœur du village. Alors, donc, voyez-vous, c'est un peu ça. Mais comme hier, j'ai eu des gens qui voulaient aller visiter la tombe d'Amanda. Elle lisait un peu son livre encore. Elle avait encore son petit livre en dessous de son bras, la dame de Chicoutimi. Et elle faisait sa petite balade ici, dans notre communauté. Je voudrais dire que Michel, c'est notre ambassadeur, a été, grâce à lui. Et je commence à avoir des Français qui veulent suivre ce chemin-là. Ça a été publié en France. Hein? Exactement. Dans les lycées aussi. Il y a des lycées en France qui lisent Coucoum, donc des jeunes. Ça a été un peu aussi... Il y a d'autres émissions françaises qui sont venues ici aussi. Créer des... Mais Coucoum, là, c'est vraiment, là, je vous dirais, là, à 99%, là, même 100%, c'est une nouvelle manne économique québécoise qui vient se replonger dans l'histoire de cette dame. Ça devient une occasion d'apprendre aussi là, pour les Québécois qui se présentent à Mastoyatch. Le livre les a un peu hameçonnés, là, en quelque sorte. Là. Effectivement. Puis aussi, c'est que d'ici un an, où je pense, Michel avait l'intention de faire un film. Oui. Ah. Donc, les gens vont peut-être voir encore plus toucher un autre public. Toucher un autre public. Vous êtes mieux engagé, Pierre. Il va y avoir du monde à Mastoyatch. Je vais prendre ma retraite, moi, monsieur. Je vais prendre ma retraite. On va le retrouver au comptoir du bureau d'information touristique de Mastoyatch. Au contraire, je devrais avoir un hologramme. Le petit lieutenant Pierre qui va vous accueillir. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes superviseur de l'accueil et de l'animation. Oui. Mais je transmets quand même ma passion avec mes étudiants durant l'été. Je vous dirais que je suis vraiment là, une personne passionnée d'histoire, de culture. Et ça paraît aussi dans ce que je dis, ce que je fais. Ça s'entend, On confirme, oui. Justement, il y a 4 tipis de béton qui sont érigés le long de la rue Ouiachuan, en plein cœur de la communauté de Mastoyatch, devant le lac Pequagami. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente et pourquoi avoir choisi ces symboles-là? En réalité, vous savez que l'érosion du lac, parfois, crée beaucoup, parce que dans les années 60-70, la route devant ces tipis-là était beaucoup... il y avait beaucoup d'érosion. Donc, le conseil de bande a décidé de faire un rempart qui protège un peu 2/3 du village. On avait aménagé des totems, mais on s'est dit, les totems, c'est plus l'Ouest canadien. Alors, il y a eu des palmiers un bout de temps. Oui, ça, c'était plus le sud. Alors. Oui, c'était plus le sud. mais le fait de sculpter, le béton, c'est plus dur. Alors, il y a plus de durée. Et pendant la pandémie, le conseil a aménagé des couleurs. Alors, donc, les gens passent avec
des couleurs qui sont tellement belles. On voit les tipis, même de ceux qui se promènent en motoneige l'hiver. Il y a un jeu de lumière. Là. Il y a un jeu de C'est lumière. ça. Ah, oui. C'est ça. Et c'est 4 sculptures, 16, qui représentent nos 5 saisons. La 5e qui est Shikun, période préparatoire là, pour nos grands-parents qui se préparaient en forêt pour venir au village. Ces sculptures-là ont été sculptées au départ en bois et moulées par la suite au-dessus. Alors donc, si vous faites le tour du musée amérindien, voir Denis Blacksmith et M. Alan Grégoire de la boutique Eshken, ben, ce sont les concepteurs de ces sculptures-là. Qui sont couverts de symboles qui correspondent aux saisons. De symboles selon les activités, selon nos 5 saisons. C'est ça. Et la 5e saison, donc, elle est préparatoire à l'hiver, c'est bien ça? Non, préparatoire au printemps. Ah, c'est le pré-printemps. C'est le pré-printemps, exactement. Et le printemps débute quand les niches, les bernaches remontent vers le nord et que le lac Saint-Jean quitte ses glaces. Il a calé cette année le 12 de mai. Et là, c'est le printemps. C'est le printemps qui débute. Oui, quand le lac a calé. Quand le lac a calé, exactement. Et Pierre Larouche, il y a à Mastoyatch une église catholique aux formes assez singulières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'église, l'église Sainte-Catherine-Tekakwitha, parler de son histoire, de ce qui la caractérise au niveau de l'architecture, de la décoration? Bien, à l'époque, évidemment, on a eu un feu par une personne de notre communauté. Je ne rentrerai pas là-dessus. Par contre, ce qui est fascinant de cette église-là, c'est l'effet que les paroissiens, pendant un an, ont ramassé assez de sous pour reconstruire cette église-là. Le père Pelletier, qui était au Blas à l'époque, voulait mettre la cloche pour que les paroissiens puissent la voir de plus près. Parce qu'habituellement, la cloche est toujours cachée en haut de l'église. Parfois, on les entend, mais on ne les voit pas. Alors donc, il a aménagé ce concept-là. On a pris Catherine Tekakwitha. Ah, ça, c'est une autre histoire, mesdames et messieurs. Au départ, c'est que les paroissiens disaient « Ouais, mais Catherine, pourquoi Catherine? Parce que c'était Saint-Jean-Borromée à l'époque. Saint-Jean-Borromée de la chapelle qui est venue en 1875 de Desbiens pour venir s'établir ici au début du siècle. Et on a reconstruit une nouvelle église en haut de la colline, passé au feu, et on a reconstruit avec cette nouvelle architecture-là. La reconstruction se fait dans les années 87. Fin des années 80. Fin 80, oui. En dedans d'un an, on a reconstruit la nouvelle église. On a demandé à des sculpteurs de notre communauté de reprendre, d'insérer la statue de Catherine. Et le sculpteur a pris le modèle de sa fille, Linda. Pas Linda, mais Linda. Et Linda du Lac. Exactement. Et Linda, à la mort de son père, a repris le nom de Catherine. Ah bon? Oui, c'est assez impressionnant. C'est joli. C'est très joli. Au départ, l'archevêché de Chicoutimi nous avait donné le nom de Catherine. J'ai dit, ouais, mais pourquoi un Mohawk? Mais à force d'expliquer et ainsi de suite. D'ailleurs, on a une relique de Catherine donnée par l'archevêché de Chicoutimi. Oui. Qui est dans l'église? Qui est dans l'église, exactement. Et là, j'ai su tout dernièrement que là, il va y avoir des ouvertures de soir là, pour les gens s'ils veulent aller visiter notre communauté, puis visiter notre église. Parce qu'on se fait beaucoup de bandés aussi. On travaille un peu là-dessus, là, parce qu'avec le tourisme religieux, c'est une nouvelle manne aussi. Alors donc, on travaille avec l'Ermitage, l'archevêché aussi, et l'association touristique régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean là-dessus. Et vous parliez tout à l'heure de spiritualité autochtone à Mastoyatch. Comment ça s'articule, les deux spiritualités? La spiritualité... on avance de pas à petit pas. Moi, je dirais, il y a des gens qui sont allés dans des
des rencontres de religions au niveau autochtone dans l'Ouest canadien. Et la religion catholique, il y a encore des aînés, des jeunes, moins jeunes. Je vous dirais que c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. Ça diminue. Ça diminue un peu. Et Pierre, ben, vous êtes aussi conteur, hein, vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Ça s'entend. Ça s'entend. Bien d'accord. Et Pierre Larouche, que représente le conte pour vous? En quoi cette forme de parole est importante pour vous? Bien, premièrement, c'est au niveau de ma culture. Étant donné que j'ai perdu mon père, j'avais 15 ans, j'en ai 62. J'ai perdu mon grand-père à 17 et ma grand-mère à 12. Donc, la culture a été scindée. On a toujours parlé français à la maison. Ma mère vit encore. Elle est professeure, elle était ancienne professeure. Et on a toujours parlé français. Alors, l'effet d'aller chercher le conte, l'histoire, de raconter, de connaître aussi ce que je n'ai pas eu la chance d'obtenir par ma famille. Donc, c'est pour cela que c'est important pour moi, le conte. Mm-hmm. Ça nous permet aussi de revitaliser le conte, l'histoire, comme j'ai mentionné, et ça nous donne un petit plus pour me dire, ma culture, je l'ai peut-être perdue jadis, là, je suis en train de la récupérer. Et c'est ça, l'histoire. Alors, le conte, pour moi, est important. Et je commence aussi à réinventer des contes, des histoires. Et je vais intégrer un peu ma famille, je vais intégrer un peu des histoires un peu loufoques. Moi, ben, ça me valorise un peu. Puis juste le fait d'avoir des gens qui me parlent, j'exprime un peu, je partage. Parce que le fait, c'est de partager, c'est d'avancer ensemble. C'est pas de dire, ah, ben toi, t'es à l'avant, moi, je suis à l'arrière. Non, on est tous les deux ensemble. Et là, on avance tous les deux. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est le futur. Et vous finissez par transmettre une culture dont vous avez été privé, finalement. Exactement. C'est très guérissant, ça, j'imagine, pour vous. Oui, c'est guérissant pour moi. Puis ça nous permet aussi... ça me permet aussi de permettre à mes enfants de récupérer. Juste vous donner un petit exemple. Ma fille de 17 ans, elle ne savait pas faire des capteurs de rêve. Elle a travaillé tout l'été au Musée amérindien, ici, qui est le produit phare. Et c'est elle qui donnait des cours aux touristes, aux enfants et autres. Puis, des fois, elle allait voir Koukoum, Mouchoum grand-père, Koukoum grand-mère, des aînés qui travaillent. « Hey, Koukoum, ça se dit comment, ça, ce mot-là, en Innu? » Parce qu'ils ont suivi des cours de langue au primaire. Mais c'est juste l'effet de revenir sur le passé. Dire « Hey, c'est vrai, moi, je suis Innu. Ben, je dois parler un peu la langue. » On n'a pas eu la chance de le parler, mais ils donnent des cours, des formations. Il y a encore des aînés ici, des moins jeunes et des jeunes qui parlent la langue. Et ça fait remonter, puis c'est plaisant. Mais je vous dirais, c'est difficile. Ah oui. Donc, la langue est enseignée à l'école, si je comprends bien. Elle fait partie vraiment des... Elle est enseignée au primaire ou au secondaire. Mais après... c'est plus enseigné. Là. Il faut que tu l'enseignes par des vidéos ou des formations en ligne ou des choses comme ça. Pierre, je reviens sur la question des contes, hein, de votre talent de conteur. Comment est-ce que vous construisez vos contes? Est-ce que vous faites des recherches en archives? Vous allez voir des aînés, Koukoum, Mouchoum? Oui, je vais voir, surtout je regarde un peu des archives du musée, des contes. Je vais me baser sur les contes d'ici. Des fois, je vais rencontrer des gens, je vais parler en discutant avec eux. Comme j'ai eu une famille d'origine crie, je raconte l'histoire de la scapulomancie, l'histoire d'un enfant. La scapulomancie, pouvez-vous expliquer? Jadis, les chasseurs faisaient brûler légèrement au feu un omoplate d'un animal. Et en rêvant, l'objet noircissait. Et dans le secteur de son territoire, ben, il pouvait aller directement l'animal qui allait se sacrifier pour lui. Ça devenait une carte. Qui était une carte, exactement. Et l'histoire que je relate, c'est que c'est un enfant qui malheureusement voulait faire comme son père.
Et le grand Chimento, le grand esprit, l'a disputé. Il a fait éclater un tison qui l'a brûlé un œil. Il est devenu un père, un grand-père. Quand tu es adulte, tu peux manier cette cérémonie-là. Pas d'enfant. Le grand-père a dit à ses fils, allez à 2 kilomètres, il y a 2 caribous qui vous attendent. Les fils sont partis, ils ont tué les 2 caribous. Et à l'un, il y avait un œil crevé comme son père. Alors l'interrelation avec l'animal et l'homme, l'humain. Qu'est-ce que vous diriez pour je vais pas dire pour convaincre, parce qu'on est déjà convaincus, mais pour inciter encore plus les gens à venir rencontrer les gens de Mache-Tayache? Ben, je vous dirais, soyez ouverts. Rentrez tout simplement. Allez vous asseoir à un endroit, à un banc, côtoyez les gens du milieu. Ils vont vous dire « quoi ?» et dites-leur « quoi » surtout. Et là, la relation démarre et parfois, ben, ça peut devenir beaucoup d'amitié. Alors donc, voyez-vous, c'est de s'amuser. Pierre Larouche, Tinish Cométen, un grand merci. Tinish Cométen. Tinish Cométen à vos deux. Alors donc, merci. Cette semaine, nous recevions Pierre Larouche, responsable du tourisme dans la communauté Ilnou de Mache-Tayache, que nous avons rencontré au bord du lac Pequakami en septembre 2022. Un immense merci à Pierre Larouche de cette entrevue éclairante et festive. Merci aussi à Daniel Fortin à la mise en onde. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Alors visitez sans tarder le site web www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci Mathieu Lavigne. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à naviguer avec bonheur parmi les émissions proposées sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!